Bien, bonjour à tous. Ici, la place du village. Et puis, nous sommes à Saint-Michel-d'Avully, au château d'Avully, avec monsieur Michel Guyon, Enchanté. qui va nous présenter ce merveilleux endroit où on peut tomber, je ne sais pas, sous le charme, hein, on va le dire, et on va faire une visite guidée aujourd'hui. Michel, s'il vous plaît, expliquez-nous un petit peu le point de départ de ce magnifique château. Donc le château, c'est une propriété de famille que mon père a acheté en 1970, donc il y a plus de 50 ans. Et vous avez ici la photo du château tel qu'il était à son achat. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, c'était une ruine complète en fait, hein, avec pratiquement rien. Les fenêtres que vous voyez ici sont celles qui sont là juste derrière. Donc mon père a quand même mis 40 ans pour restaurer ce bâtiment et il a voulu absolument faire un centre culturel axé sur l'histoire de la Savoie. Et je crois que c'est le seul bâtiment dans le département qui parle de l'histoire de la Savoie. Alors pour parler de votre papa, il avait une entreprise à ce que j'ai compris. Oui, initialement il était tailleur de pierre. D'ailleurs il a quitté l'école à 13 ans puisqu'il ne supportait plus l'école, mais je pense qu'il était surdoué. Et puis il faisait avec mon grand-père les fours en pierre dans les villages, les fours à pain. Et donc la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, il avait 19 ans et il est parti se battre à Narvik avec les chasseurs alpins. Et à son retour, il a modernisé l'affaire, il a transformé l'affaire artisanale de mon grand-père en affaire industrielle. Et ça a très très bien marché puisqu'il vend des fours qu'on appelle maintenant les fours Guyon qui sont vendus dans le monde entier. Et son plus gros succès, c'était de vendre un four à la Maison-Blanche à Washington. On a une photo de lui sur le pas de la porte de la Maison-Blanche avec Madame Bush, mère. C'est la mère de George Bush en fait. Donc ça, c'était le point d'orgue de sa carrière. Et comme il a toujours gardé cette formation de tailleur de pierre, il avait un amour des vieilles pierres. C'est pour ça qu'il a acheté le château d'Avully pour le restaurer, parce qu'il était désespéré de le voir partir en ruine. Et l'autre raison, c'est que ma mère est originaire du village. Donc il passait souvent devant le château. Et puis il voyait peut-être, comme ça s'est passé dans beaucoup de villages avec ces anciennes ruines, où c'était la carrière du village pour les gens qui construisaient. Oui, oui. Effectivement, parce qu'on a vu dans le village est construit avec les pierres de taille du château, avec des cheminées ou bien les blasons même. Donc à la fromagerie de Bronton, on a l'honneur d'avoir un deuxième château puisqu'il y a le blason du château d'Avully. Voilà. Donc, oui, on place bien les choses dans le contexte. C'est qu'il n'y avait plus aucun intérêt pour ces bâtiments. Et ces pierres, elles étaient déjà taillées, donc on pouvait s'en servir pour faire sa propre construction. Effectivement, ça ne vous gêne pas tout le bruit qu'il y a ici là. Donc oui, effectivement, et puis c'était une question de facilité pour les gens du village parce que ça leur évitait de tailler la pierre, de recommencer, donc ils avaient juste à se servir en fait. C'était voilà. Comme un self-service. Par la facilité, exactement. Mais il n'y avait pas de notion de vol ou de quoi que ce soit, ça appartenait à tout le monde. Voilà, exactement, oui. Donc c'était une carrière de pierre pour tout le monde, effectivement. Donc lui, passionné par tout ça, il a dit il faut remettre debout cette ruine. Exactement, oui. C'est un peu une folie, hein, mais une folie qui a réussi, parce qu'il a quand même mis 40 années pour restaurer ce bâtiment, avec tous les soucis que ça engendre en fait. Sur 40 ans, on imagine un petit peu l'investissement, non seulement personnel, mais familial. Familial et financier surtout. Hein. Donc c'est un projet qui a nécessité beaucoup d'énergie en fait. Hein. Et il a réussi à nous passionner, à nous entrer dans son univers en fait, hein, parce qu'on se rend compte que c'est un élément donc exceptionnel dans la région en fait, hein, de pouvoir restaurer un bâtiment, parce qu'on a découvert beaucoup d'éléments historiques qui ont un rapport avec donc la région en fait. Hein. Donc, oui. Il a réussi à vous transmettre sa passion. Voilà, exactement, oui. Puis avec mon autre frère, on est deux à vouloir donc le restaurer en fait, hein, à l'entretenir. Voilà. À le faire vivre maintenant. À le faire vivre. Donc on va peut-être faire la visite guidée pour tous les téléspectateurs de la place du village. Alors voilà, Monsieur Guillon, on se trouve à l'extérieur, dans le jardin, où on peut voir les jets d'eau. Expliquez-nous un petit peu le contexte de toute cette magnifique bâtisse. Magnifique bâtisse, on ne peut pas dire autre chose. Oui, mais c'est beaucoup de travail. Donc les jardins ont été créés en 2000, donc il y a 20 ans. Et il faut vous imaginer que les champs arrivaient contre le château.
Et mon père a eu l'intuition qu'il y avait des fossés, donc il a commencé à creuser et l'eau est revenue spontanément. Donc il y a des douves en eau qui ceinturent tout le château. Et en 2000, il a planté des buis, donc on a planté une vingtaine de buis, de haies, qui font en forme de labyrinthe. Et en creusant pour planter les buis, on a trouvé beaucoup de tuiles romaines. Donc un historien nous expliquait qu'il y avait probablement une villa romaine à l'origine ici, donc, qui était transformée en ferme fortifiée, puis en château fort. Voilà l'évolution, ce qui veut dire que le château a plus de 2000 ans. Donc quand vous voyez le bâtiment derrière avec les grands volets, c'est 16e siècle. Si vous allez devant le château, vous verrez c'est des murs du 12e siècle. Le bâtiment le plus ancien, c'est le grand bâtiment ici. Après, ils ont rajouté cette galerie pour avoir accès au deuxième bâtiment qu'ils ont créé au 16e siècle. Donc le château a été construit en plusieurs époques en fait. Et on pense que la tour, le donjon sur lequel flotte le drapeau, il date du XIIIe siècle en fait. Donc vous voyez l'évolution des choses, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, oui, comme tous les bâtiments qu'on a dans notre région ou en France. Donc ici, vous dites qu'il a retrouvé les douves et que l'eau est revenue naturellement. Oui, et on a retrouvé 7 canaux d'alimentation d'eau. Maintenant, avec le réchauffement climatique, le niveau de l'eau a beaucoup baissé. On a perdu à peu près l'équivalent d'1 mètre d'eau. Mon père a mis des carpes il y a une vingtaine d'années. Les carpes sont toujours là, il y en a une soixantaine. Et au début, on ne les voyait pas. Maintenant, on voit avec l'abaissement du niveau de l'eau, on voit leurs nageoires. On peut même les caresser si on pouvait avoir accès directement, en fait. Donc, ça veut dire que l'eau est en train de se tarir progressivement. Donc, ça peut nous causer des soucis du fait que les douves sont sur de l'argile. Et si l'argile se compacte, ça peut entraîner une instabilité des bâtiments. Donc, c'est un des soucis de plus qu'on rencontre. Mais sachez qu'on a un souci quotidien qu'on résout régulièrement. Oui, on voit que vous avez la connaissance. Donc, voilà. Avec la connaissance, on doit pouvoir gérer un petit peu même l'évolution de la nature. On va peut-être aller dans un autre endroit pour la place du village. Alors, Monsieur Guillon, là nous avons changé un petit peu de côté du château. Nous sommes sur la face exposée plein est. Plein nord, non. Ah oui, parce que le soleil, on l'adore. Excusez, mais j'ai perdu le sens de l'orientation tellement les lieux sont magnifiques. Dites, expliquez-nous un petit peu l'endroit. L'endroit, donc c'est le château d'Avully. Donc il date du XIIe siècle, la façade avant. Tout à l'heure, on ira derrière. Dans les jardins, vous verrez que c'est la façade du XVIe siècle. Donc je vous ai expliqué, est-ce que vous pouvez reprendre les photos du château en ruine ou pas? Oui, ben on les aura tout à l'heure. D'accord, ok. Donc le château, tel que vous voyez, c'est un travail d'une génération, puisque mon père a mis 40 ans pour le restaurer. Donc il a remonté toute la tour. Et je vais vous montrer une photo importante qui est impressionnante, où on voit les travaux qui ont été effectués. Donc en 84, on voit la charpente était posée par terre et reposée grâce à une grue monumentale. Et un monsieur qui était médecin du travail m'a fait remarquer que c'était une photo qui serait actuellement scandaleuse parce qu'on voit deux ouvriers qui ne sont pas du tout attachés, qui réceptionnent à bras levés la toiture. Donc c'est une autre époque en fait. Hein. Oui. Voilà. Là on voit bien l'évolution. On voit l'évolution sur ces photos de. Donc ici bâtiment. Dans la tour maintenant je crois qu'il y a des chambres d'hôtes. Effectivement il y a 3 chambres d'hôtes. Donc c'est. Pourquoi on a fait des chambres d'hôtes? Parce qu'il faut trouver des financements pour assurer l'entretien et la restauration du bâtiment. Donc ça démarre tout doucement et les gens, quand ils viennent, sont donc très surpris de pouvoir dormir dans un tel lieu. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de fantômes. Ah bon, d'accord, vous les avez éliminés, ils sont partis. Quand le château était en ruine, les fantômes ont quitté les lieux. Et puis vous organisez aussi des cérémonies pour le mariage. Oui. Mon père a fait ce château avec l'idée de pouvoir l'entretenir. Donc il a créé, vous verrez, il y a d'immenses salles, on a 7 salles au total. La plus grande fait 250 mètres carrés, d'autres font 120 mètres carrés. Et ça permet d'organiser des réceptions, notamment des mariages. Donc un maximum de combien de personnes?
On peut mettre jusqu'à 200 personnes dans la salle voûtée en fait. Hein. Donc, ça fait déjà un beau mariage, j'avais une belle noce là. Une belle noce, exactement. Et surtout dans les jardins derrière, on peut accueillir 300 à 400 personnes pour un apéritif en fait. Hein. Donc on pourra voir tout ça sur votre site, sur les réseaux internet. Exactement, oui. Où vous présentez tout ce que vous pouvez proposer. Oui, exactement. Et sur le site internet, vous verrez une visite virtuelle. Ça permet de se déplacer à l'intérieur du château en 3 dimensions en fait. Hein. Vous pouvez visiter salle par salle en montant du premier, deuxième et même en montant au sommet de la tour en fait. Donc on va parler quand même un petit peu argent parce que pour faire vivre, pour entretenir une telle structure, il faut un budget quoi. Et comment faites-vous pour faire vivre tout ça? Eh ben, d'abord, je voulais simplement dire qu'avoir un château, c'est un signe extérieur de pauvreté, comme disait un de mes collègues qui possède un château. Donc c'est un peu une course à l'argent. Moi, j'ai simplement une retraite de fonctionnaire et je suis très fier de pouvoir faire vivre ce bâtiment qui coûte, je peux vous le dire, autour de 150 000 € par an, qui génère un budget de 150 000 € par an. Donc comment on fait pour y arriver? Eh ben, on organise des mariages. Donc on a des mariages du début mai jusqu'à fin octobre. On organise des événements, notamment comme aujourd'hui, les journées du patrimoine. Dans 15 jours, on fait des médiévales qui vont attirer près de 2000 personnes. On a fait aussi un salon nature et jardin au mois d'avril-mai et on a attiré 1500 personnes. Et mes enfants, ma fille et mon fils ont organisé un festival de musique hip-hop au mois d'août et ils ont attiré quand même 3700 personnes. Ah, parce que la 3e génération est investie. Oui, ils s'intéressent à ça. Et il y a aussi un espèce game qui est à la mode, je crois. Oui, qu'on a mis en place au mois d'août et qui a démarré très très fort. Oui. Et qui est basé sur l'histoire du château. Le château est hanté, donc il faut que les personnes qui viennent et qui sont experts en sciences occultes arrivent à faire partir le fantôme, donc à partir d'indices. Ils doivent se déplacer de pièce en pièce et trouver des indices qui permettront au fantôme de redonner sa tranquillité au château, en espérant qu'il puisse partir. Donc en famille, on peut faire cette escape game? On peut faire cette escape game en famille, oui. Très bien, on va se diriger vers un autre lieu. Très bien, merci. C'est vrai que les fondations du château, par rapport à l'argile, ça peut faire bouger le bâtiment. Parce que la nappe... Alors, toujours au château d'Alvully, avec Monsieur Guyon, qui va nous présenter cette merveilleuse salle. Donc ici, on est dans la salle voûtée, qui était la première salle qui a été restaurée dans les années 70. Mon père a fait une salle voûtée qu'il a fait lui-même. En fait, c'est lui qui l'a constituée. C'est lui-même qui a taillé les pierres, parce qu'il était tailleur de pierre à l'origine. Et il a eu la bonne idée de représenter tous les blasons des familles de la région de Thonon. On a retrouvé un livre qui avait été créé en 1930 par John Beau et qui a reconstitué tous les blasons des artisans. La plupart des blasons, ce sont des cartes d'identité de ces professions. Et le tiers des blasons est noble, hein, donc ça met en valeur les familles nobles savoyardes. Donc cette salle, elle vous sert principalement pour les repas, pour les expositions? Voilà, exactement. C'est une salle qu'on utilise pour les réceptions de mariage, pour les manifestations également. On a également des concerts, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on organise des concerts une fois par mois, donc, qui permet de rassembler, ça peut aller de 50 à 200 personnes. À titre de rappel, on a eu les chœurs du Crimée qui sont venus avant les conflits qui est en cours, qui sont venus en 2018, on a eu 240 spectateurs. Et c'était un spectacle magnifique. Et j'ai appris malheureusement que les chœurs de Crimée étaient dissous parce que certains sont partis au front, d'autres sont morts du Covid, etc. Et c'était un groupe vraiment merveilleux qui a fait passer un bon moment. On peut se rendre compte par la sonorité du rôle de la voûte. Hein. Oui. On verra les images tout à l'heure. Je ne sais plus, c'est voûte gothique ou voûte... romane, c'est les voûtes romanes. C'est voûte romane. Voilà. Les gothiques sont en angle aigu, les voûtes romanes sont en demi-cercle en fait. Voilà. Très bien. Eh bien, on va aller voir une autre salle. Alors, la place du village, là, toujours au château d'Alvully, avec M. Guyon qui va nous expliquer cette salle.
Donc cette salle, on est ici dans la salle des dames. Donc pourquoi cette salle des dames? C'est en référence aux 4 personnes qui sont affichées au-dessus de la cheminée. Et si vous voulez les regarder, mon père a voulu rendre hommage donc, à ces 4 personnages. La première en haut à gauche, avec la couronne verte et rouge, c'est Bonne de Bourbon. C'était la belle-sœur du roi de France. Elle a vécu au château de Ripaille. Et c'est la mère d'Amédée VIII. Amédée VIII, le fameux duc de Savoie qui est devenu pape. En face, avec ses grandes chevelures noires, c'est Anne de Chypre. Et comme son nom l'indique, elle venait de Chypre. Elle a marié le fils d'Amédée VIII, Louis Ier. C'est une femme qui avait la réputation d'être très belle et qui a quand même fait 18 à 19 enfants. Hein. La plupart sont décédés. Et cette femme a rayonné, a permis à la Savoie de rayonner, notamment sur le plan de la chrétienté, parce que cette femme a acheté le Saint-Suaire de Turin, qu'elle a exposé à Chambéry, dans le but de donner une référence chrétienne à la Savoie. En dessous, en blanc, c'est Marguerite d'Autriche, qui est une dame qui est enterrée à Brou, au monastère de Brou. Et donc elle a épousé un duc de Savoie et elle a rayonné sur la Savoie pendant donc, son règne. En face d'elle, la dame en noir, c'est Louise de Savoie, c'est la mère de François Ier. Ce qui n'a pas empêché François Ier d'attaquer la Savoie plusieurs fois de suite. Cette dame, donc Louise de Savoie, est devenue reine de France à un moment donné quand François Ier a été mis en prison par Charles Quint. Donc voilà l'explication pourquoi la salle des dames. Voilà. Mais il ne faut pas que les messieurs s'inquiètent parce qu'il y a une salle des messieurs qui est évidemment beaucoup plus grande, plus majestueuse que cette salle. Il faut qu'on défende quand même les messieurs dans le contexte d'aujourd'hui. Un petit peu d'architecture, c'est un plafond à la française. Voilà, et les poutres datent de 1650. Vous verrez, c'est des poutres en châtaignier qui sont d'un seul tenant. Bon, pourquoi 1650? Parce qu'on a retrouvé une date contre la cheminée qui est au fond, en fait, 1653 exactement. Donc on pense que les poutres ont la même date de la même époque que la cheminée. Qui est là. Très bien, on va se diriger donc vers la salle des hommes. Exactement, la salle des messieurs, oui. Ah, la salle des messieurs. Alors toujours avec la place du village. Monsieur Guillon aujourd'hui nous a fait cette présentation. On arrive de la salle des dames et on passe dans la salle des messieurs. Expliquez-nous, monsieur Guillon, pourquoi la salle des messieurs? La salle des messieurs, parce que mon père a fait une salle des dames, mais pour éviter de vexer ces messieurs, donc il leur a fait une salle qui leur est dédiée. Une salle beaucoup plus majestueuse, ce qui est normal en soi. Mais en fait, c'est appuyé par les peintures murales, où on voit le roman, j'ai oublié le nom, c'est des 9 preux chevaliers. C'est un roman qui était très à la mode au XIe siècle, XIIe, et qui représente des personnages qui, par leur réputation, ont embelli ou donc favorisé donc le rayonnement de la chrétienté en Europe. On a Charlemagne, on a le roi Arthur, on a... j'ai oublié les noms, en fait. Bon, ça va nous revenir. Et on voit des fresques de scènes de la vie. De la scène de la vie. Alors, en fait, ces peintures murales viennent du château de la Manta, qui est au nord de Milan, en Italie du Nord. Et la peinture murale du fond, c'est la fontaine de Jouvence, que tout le monde recherche. Si vous regardez bien la peinture, vous voyez des gens malades, fatigués, qui arrivent en charrette, qui vont se baigner et qui ressortent tout rajeunis et revitalisés, si je puis dire, en fait. Et en face, il y a les peintures murales qui évoquent les femmes de ces preux chevaliers, en fait. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est la tenue des vestimenteurs de ces dames. C'est magnifique. Et il est décrit que ces robes étaient en soie avec des perles, du fil d'or. Donc, c'est des tenues qui n'ont rien à envier à la haute couture française actuelle, en fait. Oui, c'est bien sur cet élément. Alors, pour venir à la fontaine de Jouvence, vous êtes, je crois, dans le monde de la médecine. Est-ce que ça fonctionne, cette fontaine-là? Il faut quand même qu'on en parle. Oui, il faut y croire. Ça fonctionne. Si on dit qu'il faut y croire pour dire que c'est vrai, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Nous allons nous diriger maintenant vers une autre salle. La salle de chasse. La salle de chasse.
Bonjour. Alors, toujours avec la place du village, Monsieur Guyon, nous sommes dans la salle de chasse. Exactement. Que vous allez nous expliquer l'origine et pourquoi on appelle cette salle la salle de chasse. Donc la salle de chasse a été créée par mon père avec l'idée de créer une ambiance de chasse. À l'origine, on lui avait donné ce meuble. Vous voyez, ce meuble évoque des animaux qui viennent d'être tués. Et un monsieur lui a donné sa collection d'animaux empaillés. Donc à partir de là, il a retrouvé le livre de Gaston Phébus, qui est un livre du Moyen-Âge, qui est un traité de chasse, qui a beaucoup d'enluminure. Donc il a demandé à un peintre de représenter toutes les scènes de chasse pour expliquer comment on devait chasser le loup, la loutre, l'ours, toutes les techniques de chasse. Toutes les techniques de chasse. Et ce monsieur disait en lui-même que la chasse était une chose très très saine et que ceux qui allaient à la chasse étaient sûrs d'aller au paradis parce qu'ils n'avaient aucune mauvaise intention. Ça veut dire que c'était une autre époque en fait. Oui, on est dans une autre époque. Et ce monsieur d'ailleurs était intéressé par trois choses que mon père a restituées là-haut. C'était marqué qu'il aimait... Ce qui le passionnait, c'était les armes, donc la guerre, c'était l'amour, donc les femmes, et c'était la chasse, en dernier lieu. Donc il n'avait pas de souci avec la sécurité sociale ou les impôts, ce monsieur. Voilà une petite note pour notre contexte d'aujourd'hui. Mais nous allons donc changer de salle. Voilà, je vous emmène ailleurs. Alors maintenant, Monsieur Guyon, nous sommes au point culminant du château d'Elvully. Ouais. Au sommet du donjon. À 30 mètres de hauteur, oui, exactement. À 30 mètres. Alors ici, vous avez réalisé quelques petits travaux dernièrement. Oui, on vient de poser le plancher parce que les travaux n'étaient pas terminés. Et puis surtout, on avait été envahi par une centaine de pigeons qui avaient déposé de la fiente partout. Donc le gros travail était consisté à enlever ces débris animaux et puis les remplacer par un plancher qu'on vient de poser il y a à peine 6 mois. Donc ici, on va entendre peut-être dans un moment les cloches. Mon père a fait installer en 2000 des cloches qui viennent de Fonderie Paccard à Annecy. Et donc on a des mélodies, on a une cinquantaine de mélodies qu'on peut programmer lorsqu'on a des réceptions et des événements. Et là, toutes les heures, les cloches sonnent, donc l'heure fixe. Donc, et un angélus à 7 heures du soir et puis à 7 heures du matin. Très bien. Eh bien, à 30 mètres d'auteur. On est à 30 mètres d'auteur. On ne va pas exagérer les choses. Surtout, on a une vue panoramique sur le lac, sur les montagnes, on voit la ville de Lausanne au loin, et surtout, on a une vue sur tous les jardins. Je peux vous amener. Donc, c'est ouvert au public aussi, hein, c'est le sommet du donjon, avec l'escalier qui est quand même un petit peu en colimaçon. Oui. Voilà. Donc, on a un panorama sur les images, sur la vue depuis les 30 mètres d'auteur du donjon. Et surtout sur les toits qu'on est en train de rénover. On a un projet de rénovation de la toiture. C'est pour ça qu'on fait des événements. C'est trouver des fonds pour assurer le renouvellement de la couverture du château. On va profiter peut-être pour remercier un petit peu Stéphane Bern qui a mis en place le loto patrimonial, qui vous aide un petit peu sur la réfection des toitures. Oui, bien sûr. On a eu la chance exceptionnelle de pouvoir bénéficier du loto du patrimoine qui va nous financer les 2/3 des rénovations des toitures. Et le reste va être financé en partie par les événements qu'on organise et également par le Conseil général et par le Conseil départemental qui vont nous accorder l'équivalent de 11 à 20% des travaux. Très bien, oui, parce que la toiture est importante. Et je crois que la toiture, votre père avait récupéré des tuiles, donc c'est pour ça qu'elles sont déjà un peu usées. Oui, mon père avec les moyens du bord, avait récupéré des tuiles des fermes environnantes, donc des tuiles qui avaient déjà une centaine d'années. À ce sujet, quand on a rénové la toiture en 1974, on a trouvé des tuiles sur lesquelles c'était marqué je m'appelle Jean, j'ai fait cette tuile, j'aime bien boire et courir les filles. Et la date était de 1871. Et cette tuile, on l'a donnée au musée paysan à Fessy, qui est le musée qui est juste à côté. On va bien préciser, c'est des tuiles en terre cuite. C'est des tuiles en terre cuite, oui, effectivement. Oui. Très bien. Donc on va se diriger vers un autre point avant que le tocsin se mette à carillonner là. Voilà.
Oui, alors la place du village, toujours au château d'Avully, avec Monsieur Michel Guyon, qui cette fois-ci va nous présenter la salle des armes. Donc là, c'est la dernière salle où on peut visiter. Mon père a voulu reconstituer des armes qu'on utilisait au Moyen-Âge. C'est des copies, ce n'est pas les originaux. Et donc il a pu acheter une copie d'une armure qui était utilisée donc au XIIIe siècle, en fait. Et certaines personnes disent que c'est là que se cache le fantôme, qui dort la journée et qui sort la nuit, en fait. Voilà. Ah, Voilà. il est là, le fantôme. On l'a entendu hier soir avec Yoann, où on a pu passer la nuit en chambre d'hôte, hein, on va le préciser, et on avait entendu le fantôme, donc maintenant on sait où il se cache. Voilà. Et en fait, on a retrouvé des récits, notamment d'attaques du château, notamment, je pense que vous savez ce que c'est que l'escalade. L'escalade, c'est l'attaque de Genève par le duc de Savoie. Et suite à ça, les Genevois associés aux Français, qui étaient menés par Henri IV, et des Bernois ont attaqué tous les châteaux de la région, les ont détruits. C'est depuis cette époque qu'on a beaucoup moins de châteaux, parce qu'ils ont été pratiquement rasés par cette équipe de Genevois de Français. Ils sont venus attaquer le château en 1603, en mai 1603, donc 6 mois après l'escalade, et ils ont assiégé pendant 3 jours. Le château n'a pas pu être pris. Ils ont emmené 40 vaches et 40 moutons, je crois. Et mon père, dans les années 80, quand il a pris connaissance de cette information, il a écrit à la mairie de Genève pour dire, ben voilà, ce qui s'est passé en 1603, donc est-ce qu'on peut récupérer les dégâts qui ont été occasionnés. Et la mairie de Genève a quand même répondu que butin de guerre n'était pas redevable. Donc on s'est retrouvé sans indemnité. Bon, ça c'est marqué et c'est dit. Voilà. Mais on ne sait pas, la loi peut évoluer Oui. aujourd'hui. Non, on ne se fait plus d'illusions. Mais c'est une manière de dire que la région était très mouvementée. Et donc s'il y avait un château, c'est que c'était un rôle de défense. Hein. Ce n'était pas une résidence secondaire. Hein. Oui, au départ, c'est quand même un moyen de se défendre. Voilà, exactement. Dans une région qui est relativement plate. Voilà. Autre chose, dans cette salle, on a mis en évidence sur les murs des tuiles romaines qu'on a retrouvées en faisant les jardins. Donc, ce qui explique pourquoi mon père a représenté des fresques qui datent de Pompéi, en fait, pour rendre hommage à Rome, à la civilisation romaine. Donc. Il y a toute une histoire et je crois que sur la place du village, on ne pourra pas tout expliquer. Hein. Là, il faut venir le visiter. Il faut venir et puis même y loger plusieurs jours pour avoir toute l'explication, toute cette histoire familiale avec un fou au départ, hein, en 1970. On va carrément le dire, c'est un fou, hein, parce que on a vu les images tout à l'heure, pour entreprendre un tel projet, il fallait être fou. Oui, mais c'est la bonne folie, en fait, hein, parce qu'elle a réussi. Et il fallait vraiment être obstiné, déterminé pour mener à bien ce projet pendant une quarantaine d'années. Et puis avoir su vous transmettre la passion de continuer à faire vivre cette magnifique demeure, ce magnifique château. Vous qui êtes du monde de la médecine, je crois. Exactement. Donc voilà. Je continue mon travail qui consiste à le faire vivre. Voilà. Qui est le but déterminé des médecins. Voilà, avec le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, j'avais oublié le nom. Merci à la place du village, et puis à tout à l'heure. Merci à vous aussi d'être venu.